L'invité de France Info ce matin est l'écrivain Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous avez été au premier rang pour l'intervention en Libye. Le pays va connaître demain ses premières élections libres. Nous allons en parler bien sûr, mais aujourd'hui l'actualité, c'est la Syrie avec cette réunion internationale à Paris. Qu'en attendez-vous ? Écoutez, c'est déjà très important qu'elle se tienne et que quelqu'un ait pris, qu'il y ait un pilote dans l'avion, qu'il y ait une initiative politique forte, que la moitié de la planète soit réunie ici à Paris. Ça, c'est déjà très important. Ce que j'en attends, ce qu'en attendent surtout les Syriens, c'est que, comme le disait le général Mood hier soir, on arrête avec les palabres dans les grands hôtels et qu'on prenne des décisions qui fassent que demain, après-demain, dans 3 jours, on arrête avec la litanie sinistre des 27, des 50 ou des 100 nouveaux morts. Autre litanie qu'on entend régulièrement, c'est pas la même situation qu'en Libye, on ne peut pas intervenir de la même façon. Vous êtes d'accord avec cela ? On ne peut jamais intervenir de la même façon et les situations ne sont jamais les mêmes. Mais j'ajoute que l'intervention est probablement plus facile en Syrie qu'en Libye. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Vous êtes le seul à dire ça, hein ? Je suis le seul à dire ça avec les Turcs qui sont membres de l'OTAN et qui veulent en finir avec Bachar al-Assad. Il n'y avait pas l'équivalent des Turcs à l'époque de Kadhafi. Il n'y avait pas une grande puissance régionale, membre de l'OTAN, qui était destinée à en finir avec le régime assassin de Kadhafi. Donc ça, c'est une particularité de la situation aujourd'hui. La deuxième différence qui fait que c'est plus facile, c'est la position de la Ligue arabe. Au temps de la Libye, je me rappelle, j'étais en effet très, très actif. La Ligue arabe s'était prononcée pour une no-fly zone, mais du bout des lèvres. Aujourd'hui, l'ensemble du monde arabe veut en finir avec Bachar al-Assad parce que l'ensemble du monde arabe sait que Bachar al-Assad sème la mort et le désordre. Alors comment expliquez-vous que la communauté internationale traîne des pieds à ce point ? L'explication, c'est d'abord bien sûr ce veto russe et chinois au sein du Conseil de sécurité. Et puis c'est le fait, disons les choses comme elles sont, que jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi je mets moi personnellement tant d'espoir dans ce qui va se passer à Paris, il n'y avait personne pour reprendre les fils épars de toutes ces initiatives et de toutes ces volontés pour en faire une volonté politique. Donc aujourd'hui, il y a Paris, c'est-à-dire François Hollande et Laurent Fabius, qui vont, j'espère, nouer ces déterminations, ces volontés partielles, et en faire une décision politique. Mais au-delà des divisions que vous avez rappelées au sein de la communauté internationale, il y a aussi un autre problème, c'est que l'opposition à Bachar el-Assad est également elle-même très divisée. Oui, et je vais même vous dire autre chose, elle sera de plus en plus divisée. Plus on attendra, plus les morts s'ajouteront aux morts et plus on ira vers la guerre civile. Voilà, il faut le savoir. Chaque jour qui passe ajoute à cette division. Il fallait intervenir il y a 1 an, il fallait intervenir il y a 6 mois, il fallait intervenir la semaine dernière. Il faut intervenir dans les jours qui viennent et pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Cela dit, la communauté internationale et notamment Fabius ce matin dans un entretien ont une position aujourd'hui très sage, qui est de dire que les représentants les plus autorisés de cette résistance syrienne, c'est les combattants de l'intérieur et pas les exilés de l'extérieur qui s'occupent davantage, eux aussi, à des parlottes politiques dans des grands hôtels qu'à sauver les gens qui se font massacrer sur le terrain. Et est-ce qu'il faut offrir l'asile politique à Bachar el-Assad pour faciliter cette transition ? Écoutez, la place de Bachar al-Assad, elle est comme elle aurait dû l'être pour Mouammar Kadhafi, comme elle l'est aujourd'hui pour son fils détenu à Zintan, Saïf al-Islam, devant la justice internationale. Quand on est à 16 000 morts, fait avec cette brutalité, ce cynisme, cette absence absolue de scrupules, on doit répondre de ces crimes. Donc je crois qu'hélas, il y a un point de non-retour qui a été atteint au-delà duquel personne ne comprendrait une sorte d'impunité négociée. Parlons de la Libye maintenant. Le pays va connaître ses premières élections libres. Après 42 ans de dictature, ils vont voter pour une assemblée nationale qui sera chargée de rédiger une nouvelle constitution. À quoi ressemble le pays aujourd'hui ? Très différent de l'image qui en est très souvent donnée dans les médias.
C'est-à-dire? C'est-à-dire certainement pas le chaos, certainement pas le règne généralisé des milices et certainement pas l'incivilité et l'insécurité que l'on nous rapporte. Alors qu'il y ait des difficultés à ce que se tiennent ces élections ici ou là, bien sûr, qu'il y ait des incidents dans des bureaux de vote, c'est probable, mais que la Libye soit tout entière une sorte de poudrière ou de volcan dont les artificiers seraient les miliciens rivaux, c'est pas vrai. Et que des centres de torture existent, des prisons clandestines. Il y a des ONG qui le rapportent, ça. Écoutez, il y a On en a parlé d'ailleurs hier sur l'antenne. Bien sûr, c'est sûrement vrai, mais que c'est sûrement vrai puisque des ONG crédibles le rapportent, mais que la torture, que l'usage de la torture soit généralisé, qu'il soit couvert par les autorités et que les autorités n'aient aucune prise sur le système judiciaire ou une prise marginale, c'est faux. Voilà. Alors, qu'il y ait en effet des centres de détention clandestins, je l'imagine, et évidemment, à mon dernier retour en Libye en mars dernier, ça je ne les ai pas vus. Mais dans les prisons tenues par le régime et où sont détenus l'immense majorité des partisans de l'ancien régime suspectés de crimes graves, que ces prisons-là soient des prisons où se produiraient d'horribles forfaits, ça n'est pas exact. J'y suis entré avec mon camarade Marc Roussel, le co-auteur de mon film sur la Libye. Nous avons filmé, nous sommes arrivés à l'improviste, sans nous faire annoncer quelques jours à l'avance, et nous n'avons pas constaté cela. À quoi pourrait ressembler l'Assemblée? Est-ce qu'il faut s'attendre, comme en Tunisie et en Égypte, à une victoire des islamistes? On va voir. Il est exact, d'abord, la victoire des islamistes, il faut la relativiser, y compris en Égypte, comme vous le savez, où au fond, le président islamiste représente un quart du corps électoral égyptien. Donc ça n'est pas la majorité écrasante dont on parle. Est-ce qu'on peut voir un scénario de ce type se reproduire en Libye? C'est possible, parce que les frères musulmans sont les mieux organisés. Ce serait dommage, parce qu'ils sont eux aussi loin d'être majoritaires dans le pays, et ce serait provisoire. Parce que les femmes, les jeunes, les combattants, dans leur immense majorité, ne se sont pas débarrassés de Kadhafi pour laisser la place aux fascistes descendants de Al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Donc vous êtes plutôt confiant? Je suis confiant, oui, dans la mesure où on peut être confiant après une si longue dictature et après une révolution de cette nature. Fabius le rappelait dans Le Parisien de ce matin, il rappelait l'exemple de notre révolution à nous, la Révolution française. Combien de temps il a fallu? Combien de massacres de septembre? Combien de terreurs et de contre-terreurs? Combien d'empires? Au moins 2, pour passer de 1789 à l'établissement de la République. Je pense qu'il faudra moins de temps à la Libye et à la Tunisie, et j'espère demain à la Syrie, pour accoucher d'une démocratie qui ne nous en a fallu à nous, Français, dans cette page grande et dont nous sommes tous fiers de notre histoire. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce matin à France Info. Il est 8h25.